Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Michel Chassan. Mesdames et Messieurs, je reviens, comme vous l'avez dit juste à l'instant, de l'hommage national aux victimes des attentats du 13 novembre. Et 2 semaines, jour pour jour, après ces événements, il est impossible de ne pas, évidemment, évoquer ce qui a touché notre pays. Vous avez eu les mots justes ici pour le dire, puisque la France est encore en deuil. Elle a été attaquée dans ce qu'elle représente, dans ce qu'elle est. Et elle est encore bouleversée par ces événements qui ont touché à Paris et à Saint-Denis, des lieux de spectacle, de vie, d'émotion, des lieux de sport, autant de symboles. Et les 130 noms qui ont été scandés tout à l'heure dans le silence froid des Invalides, c'était non seulement notre blessure, celle à laquelle nous pensons toutes et tous, et en même temps, notre engagement. Et je veux ici saluer la mobilisation de tous les services de l'État durant cette période qui ont été formidables et exemplaires, mais aussi de nombre d'entre vous, en particulier la communauté des professions de santé. Parce que, en particulier en Île-de-France, mais sur tout le territoire, durant ces 2 dernières semaines, vous vous êtes fortement mobilisés aux côtés de nos concitoyens, les uns et les autres, de manière directe, sur le théâtre des opérations, en venant prêter main forte aux services d'urgence, en venant sur les lieux du drame, et puis parce que vous êtes, et vous l'avez dit, j'y reviendrai, dans le quotidien de nos concitoyens, et je sais le travail fait par nombre de professionnels de santé depuis lors, parce que nos concitoyens souffrent et y pensent chaque jour. Ces attaques, elles, sont inexcusables, elles sont inexplicables. Et celles et ceux qui les ont menées, qui ont fomenté ces complots, seront attaqués jusqu'en leur sein. Et la politique de sécurité, de défense mise en place depuis lors doit être implacable et elle le sera. En même temps, nous devons regarder la réalité en face. C'est que celles et ceux qui ont conduit ces actes odieux, ils ont grandi en France, ils ont été éduqués en France. Et la vérité, c'est que les racines du mal sont aussi là. Ça n'est pas l'excuser, ça n'est pas s'autoflageller. C'est tirer dans le temps toutes les conséquences de ce qui s'est passé. Et vous avez eu ces mots, je les partage, celui de République, et l'importance de ce que la République représente. Car si la réponse première est sécuritaire, elle est de défense contre le djihadisme radical, qui est l'ennemi, il faudra encore faire davantage. Il faudra que partout, sur tous les territoires et dans notre quotidien, nous redonnions à ce mot son sens plein et entier, ses conséquences ultimes, sa force. C'est qu'à chaque endroit, la République ne peut abandonner un quart de son espace. À chaque endroit où elle est attaquée, où on avait peut-être accepté trop de compromis, nous devons la restaurer, parce qu'elle est la condition du vivre ensemble, parce qu'elle est la condition d'une France ouverte, où en effet tous les débats sont possibles. Cela implique aussi que la République donne une place à chacun. Elle doit être intransigeante sur ses principes, mais elle doit se regarder face à elle-même et ne pas abandonner tel ou tel. Et la France aujourd'hui, si elle est fragilisée d'une chose, c'est d'une forme d'anomie, c'est-à-dire de disparition progressive des normes dans notre société qui a pu s'installer. D'abord familiale, parfois la marque d'un conflit générationnel, parfois spirituel aussi, ce qui est la preuve que nombre de nos concitoyens manquent de repères et de sens. Mais cette anomie, elle est aussi économique et sociale. Et elle se traduit par les injustices réelles, concrètes, vécues par des millions de nos concitoyens au quotidien. Et quand on est français, né en France, qu'on a grandi en France, mais qu'on porte un prénom à consonance, je reprends les termes de l'Institut Montaigne qui en a fait la mesure, dite musulmane,
On a aujourd'hui dans notre pays 4 fois moins de chances de décrocher un entretien d'embauche. C'est quasiment la même chose lorsque ce prénom ou ce nom est réputé d'origine juive. C'est aussi ça la réalité de notre République. Et donc aussi vrai qu'elle doit être inflexible dans ses principes, leur application sur le territoire, nous devons regarder aujourd'hui les injustices que nous avons laissées faire et ces fermetures dans notre société, ces cloisons que nous avons mis. Nous en sommes toutes et tous responsables. Dirigeants politiques, dirigeants économiques, parce que nous avons laissé s'installer quelque chose qui fait qu'on peut naître pauvre, moins riche dans notre pays, et ça existera toujours. Mais on ne peut pas accepter d'avoir moins de chances qu'hier de progresser dans la société parce qu'on est né quelque part ou qu'on est réputé être quelqu'un. Et ça aussi, c'est un affaiblissement de l'esprit républicain, et ça aussi, c'est quelque chose que nous devons corriger maintenant si nous voulons être à la hauteur des événements. C'est notre responsabilité. Parce que je crois à l'esprit de responsabilité au moment que nous traversons. La responsabilité des pouvoirs publics, c'est d'apporter la sécurité et de réagir vite. Alors, vous m'avez interpellé sur ce point, je vais être parfaitement clair. La sécurité, c'est d'abord celle à l'extérieur, menée à travers les frappes qui ont été décidées et intensifiées. C'est celle à l'intérieur qui a conduit à décider le soir même des attentats de l'état d'urgence, puis sa prorogation de 3 mois, puis une réforme constitutionnelle qui permettra de donner un cadre juridique solide à ce dispositif. Cela veut dire plus de pouvoir donné aux forces de police pour assurer la sécurité, qui est la première des libertés. Cela veut dire la possibilité d'assigner à résidence certains individus, de faire des perquisitions plus facilement, mais pour ce qui est de la sécurisation des lieux. Pas de fermeture exceptionnelle, pas de contraintes exceptionnelles. Les forces de police ont intensifié leur présence, les forces militaires aussi aux abords des endroits les plus sensibles. Les 72 premières heures, les grands rassemblements et commerces ouverts ont été fermés, mais depuis lors, le message a été clair, constant, et je l'ai réitéré, je veux le faire ici devant vous. C'est la vie normale qui doit reprendre ses droits. Non parce que ce serait oublier ce qui s'est passé, mais au contraire, c'est parce que celles et ceux qui nous ont attaqués n'attendent que cela, que nous changions à cause d'eux, que nous tombions dans la langueur ou la peur. Et se tenir debout, c'est continuer à faire. C'est pourquoi je tenais à être avec vous aujourd'hui à vos côtés, et vous avez eu raison de maintenir cet événement, comme vous avez raison, professionnels que vous êtes, de maintenir tous les événements qui sont tenus dans la période. La sécurité est assurée, le plan Vigipirate renforcé en province et à son niveau maximum en Île-de-France, mais pas de contraintes additionnelles, pas de panique et pas de message d'anxiété. C'est, je crois, un message de détermination, de calme et en même temps de vigilance qu'il faut avoir durant cette période. Cette responsabilité, c'est celle aussi que vous avez en tant qu'union organisée qui représente des centaines de milliers de personnes. Vous regroupez 66 syndicats et associations représentatives de toutes les professions libérales. Vous portez la voix de dizaines de professions, de centaines de milliers de professionnels, et cette mobilisation, vous en faites partie. C'est pourquoi, en effet, dès le premier jour, j'ai souhaité que l'UNAPL soit présente dans la mobilisation que nous avons organisée de l'ensemble des forces vives économiques. D'abord parce qu'il faut expliquer ce que nous sommes en train de faire, lever les éventuels malentendus, comprendre les besoins du moment, et il y en a. Je sais qu'il y a dans certains secteurs, l'hôtellerie, la restauration, le commerce, de gros, les professions liées au tourisme, aujourd'hui des difficultés liées à la période. Nous les surveillons de près. La cellule de continuité économique a été activée afin que toutes les mesures d'urgence puissent être prises pour éviter toute défaillance. La mobilisation, c'est celle aussi qui va s'inscrire dans le temps. Et je salue l'initiative que vous avez prise très rapidement en lien avec la gendarmerie nationale sur le sujet de la réserve. Vous le mentionniez. Nous allons travailler là aussi avec l'ensemble des forces vives économiques pour simplifier ce cadre. Parce que être réserviste quand on est profession libérale, c'est beaucoup plus compliqué que dans d'autres structures. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nombre de réservistes sont dans les grands groupes
ou au sein de la fonction publique, parce que compte tenu des délais de mobilisation, du temps que cela prend, c'est beaucoup plus dur. Et donc nous devons simplifier ce cadre et nous allons lancer un vaste travail de réorganisation pour justement contribuer à cette mobilisation. Vous avez également une responsabilité en tant que créateur de liens sociaux. Et je veux vraiment ici le redire. Vous voyez la France telle qu'elle est et les Français tels qu'ils sont. Vous l'avez mentionné, Monsieur le Président. Le plus grand dénominateur commun entre une infirmière, un architecte, un médecin et un pharmacien, c'est ce contact quotidien avec la France. C'est parce que vous entrez dans leur domicile, leur espace privé, surtout depuis quelques semaines, que les Français osent moins sortir. C'est parce qu'ils vous font confiance. Et là encore, vous voyez des choses que personne n'observe. Vous les accompagnez, vous les suivez, vous les conseillez tout au long de leur vie, dans les moments difficiles comme dans les moments de joie. Et créez des ponts avec les Français, tissez des liens avec eux. Il n'y a pas de meilleur remède contre ce mal que j'évoquais un instant, cette perte de repères qui parfois étreint certains endroits de notre société. Et je crois que les professions libérales sont cette autre jambe de notre pays avec le service public qui permet justement de tisser ce lien, de refaire corps avec le quotidien de nos concitoyens quand parfois la structure familiale ou professionnelle s'est distendue. Voilà pourquoi il faut renforcer cette proximité, faciliter votre installation partout dans le territoire, aider ceux d'entre vous qui le souhaitent à s'installer dans les zones rurales, les déserts professionnels. Vous avez mentionné les réformes conduites dans la loi croissance. Je sais qu'on a partagé des désaccords. J'étais venu ici m'en expliquer. Je suis en même temps profondément convaincu que ouvrir, faciliter l'installation, simplifier les règles tarifaires, faciliter certaines règles professionnelles, ça n'était pas de la déréglementation. Nous n'avons d'ailleurs pas déréglementé. Les décrets sont en train d'être pris qui suffisent à le montrer. Nous avons un peu changé les règles. Mais c'était nécessaire. Mais c'est nécessaire aussi que cette réforme se fasse avec et par les professions. J'étais il y a quelques semaines au Conseil supérieur du notariat, j'étais il y a quelques mois auprès des huissiers, j'étais il y a quelques mois auprès des experts comptables. Je continuerai à aller auprès de chacune de ces professions qui le souhaitent pour expliquer. Et les projets de décret sont consultés, concertés avec les professionnels parce que je sais la volonté de chacune et chacun. Je crois que les choses se sont apaisées et je m'en réjouis. La bonne réforme, c'est celle qui, en acte au quotidien, permet de calmer les peurs quand il y en avait, de traiter les malentendus, mais en même temps permet d'avancer. Parce que nous avons toutes et tous intérêt à ce que le pays fonctionne mieux, à ce que notre économie soit plus forte. Et là-dessus, je veux vraiment insister sur ce point. Je continuerai ce travail, je le ferai aussi longtemps que nécessaire, et je le ferai avec l'ensemble des professionnels. Parce que vous êtes dépositaires de compétences, et vous êtes les garants du modèle d'exercice libéral français qui a son importance. Et c'est à ce titre que nous avons une responsabilité collective, celle de moderniser vos professions et de réussir ce tournant que vous évoquiez, qui est celui du numérique, qui est fort d'opportunités, en même temps qu'il est porteur de craintes et de risques. Et parce que c'est aussi le moyen de redonner de la vitalité à notre économie. Vous êtes une force économique considérable. Vous finissiez votre propos par les chiffres. 10% de notre valeur ajoutée, c'est considérable. Présente partout sur le territoire, rarement délocalisable, pour dire le moins. Et cette force économique, c'est un élément constitutif de notre compétitivité. Et les services aux entreprises représentent les 2/3 de la valeur ajoutée des professions libérales. Ils sont donc au cœur même de la productivité quand on la qualifie d'industrielle. Et c'est l'unique moyen, cette transformation numérique qui se joue, de permettre à chacune et chacun d'être justement des acteurs à l'écoute, des acteurs de proximité, fournissant le meilleur conseil possible. Parce que nous voyons l'innovation arriver, nous voyons cette grande transformation. Vous avez utilisé le terme d'ubérisation. Cette grande transformation numérique, elle recouvre quoi? Des changements profonds qui sont en train de se jouer dans tous les secteurs de notre économie, où l'innovation va plus vite, où les services apportés à chacune et chacun sont plus nombreux,
améliore la vie au quotidien, mais en même temps transforme des pans entiers de notre vie économique au plus profond d'eux-mêmes. C'est là où les risques interviennent, c'est là où on peut se sentir menacé dans sa pratique au quotidien. Et c'est là où, en même temps, si collectivement nous nous organisons comme il se doit, nous pouvons créer des emplois, de nouvelles opportunités, fournir un meilleur service. Et je crois que notre société ferait une erreur à considérer que nous pouvons résister au changement. Si nous résistons au changement, je vous le dis, nous serons collectivement balayés. Parce que le changement adviendra. Parce que nos citoyens le choisiront. Et ils l'ont déjà fait dans certains secteurs où nous pensions que la résistance était possible, dans la mobilité urbaine et dans d'autres. Et donc, il faut le comprendre, l'anticiper, nous organiser pour que ce changement se fasse en bonne marche, pour que les emplois se fassent en France, dans le bon cadre, et en particulier les bonnes régulations. Alors oui, il y aura des destructions d'emplois, il y aura des pans de notre activité économique qui seront fragilisés. Mais ce changement sera possible et victorieux si nous savons le préparer, en assurer la transition et surtout créer les nouveaux emplois et les nouvelles perspectives dans d'autres champs. D'abord, et c'est la précondition, en permettant à chacune et chacun de saisir ces opportunités et donc d'avoir l'accès. Parce que la première des injustices dans ce nouveau contexte, c'est celle qui est une injustice d'accès, pour celles et ceux qui ne peuvent se connecter, qui ne peuvent avoir accès au très haut débit fixe ou mobile. Vous l'avez mentionné, et je sais que sur les territoires, c'est une préoccupation de nombre d'entre vous. Alors face à ça, nous avons une stratégie double. Sur le très haut débit fixe, nous avons continué ce que nos prédécesseurs avaient lancé en l'accélérant, en donnant un cadre, c'est le déploiement du plan fibre, qui permettra d'ici 2022 d'équiper la totalité du territoire métropolitain et ultramarin de très haut débit. C'est une mobilisation des opérateurs, en particulier dans les zones denses et dans les zones dites intermédiaires, et des pouvoirs publics, en particulier dans les zones moins denses, où il est nécessaire de procéder à un financement public, ce qui est aujourd'hui prévu et budgété. Le déploiement se continue, je le surveille moi-même tous les 2 mois avec les opérateurs pour que les investissements se fassent en bonne marche. Des retards avaient été pris en zone intermédiaire. Quasi tous les départements ont aujourd'hui déposé des dossiers sur les zones peu denses. Les mécanismes ont été simplifiés, la transparence a été faite et le déploiement se fera à marche forcée dans les prochains mois. En parallèle, sur le plan de la téléphonie mobile, par la loi croissance et activité, nous avons créé des systèmes de contraintes qui permettent de sanctionner les opérateurs qui ne se plient pas aux engagements pris. Et nous avons un calendrier qui fera que tous les centres-bourgs seront couverts d'ici la fin 2016, en 2G, d'ici la mi-2017, en 3G. Et nous avons créé ces 800 zones prioritaires qui permettront, indépendamment des centres-bourgs, et je parle de manière très concrète parce que je sais que nombre d'entre vous dans les territoires vivent cela de manière très concrète. Quand le centre-bourg est parfois couvert, à 200 mètres, on n'a pas la couverture mobile. Bien donc, nous avons créé ces 800 zones prioritaires qui seront remontées au service de l'État, sur lesquelles les opérateurs se sont engagés à financer eux-mêmes des antennes relais à leurs frais. Ils ont signé une convention dans mon bureau au mois de juillet, ce qui leur en coûtera entre 800 millions et 1 milliard, qui permettra, entre 2016 et 2018, de déployer cette couverture additionnelle. C'est un sujet essentiel, vous avez eu raison de le mentionner, croyez en ma vigilance sur ce point. Et en parallèle, il faudra adapter notre système de formation initiale et continue pour accompagner l'ensemble des professionnels. Et votre organisation a un rôle important là-dessus, d'accompagnement, d'identification des problèmes, parce que cette transition, elle doit se faire pour que chacune et chacun y ait sa place. Par ailleurs, le monde médical, le monde du droit, le monde du chiffre se déploient à grande vitesse sur Internet, qui transforme là aussi leur métier. Et au-delà de la technologie, nous devons apporter de nouveaux outils juridiques pour permettre justement le déploiement en bon ordre sur ces nouveaux supports. J'ai eu l'occasion de le dire devant les avocats il y a quelques semaines. Je pense que là aussi, si nous considérons que les formes classiques d'exercice impliquent que, par exemple, lorsque on veut créer un service du droit en ligne, il faille soumettre du barreau, c'est une erreur. Parce que se déploie aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, une offre juridique à moindre coût, pour certains actes où c'est possible,
sur Internet qui exclut de fait les ordres et les professionnels exerçant au sein de ces ordres. Je ne pense pas, à titre personnel et en tant que ministre, que ce soit une bonne pratique. Et donc il faut organiser la présence des professions libérales sur Internet, non pas comme un élément alternatif, mais complémentaire à l'exercice traditionnel de la profession. Mais il est essentiel que les professionnels, avec leurs règles et l'ensemble de leurs règles, puissent être présents sur Internet. Et cela suppose une série d'adaptations sur lesquelles nous travaillons avec vous. C'est le sens en particulier de l'identité électronique, c'est-à-dire un procédé qui garantit que votre interlocuteur numérique est bien la personne qu'elle prétend être, sans jamais avoir à la rencontrer physiquement ou le vérifier. C'est essentiel pour l'ensemble des professionnels, en particulier du droit, pour certains professionnels de santé aussi. C'est essentiel pour les services publics. La Poste, qui mène sa transition numérique, a besoin également de cette identité et qu'on lui donne un cadre légal. C'est ce que nous ferons dans le projet que je porte. De la même façon, la force probante des actes numériques doit avoir un cadre précis. Tous les actes réalisés en format numérique, selon un standard d'intégrité, seront des originaux incontestables par des documents papier. Tous les documents papier convertis selon un standard d'intégrité deviendront des originaux numériques, ce qui permettra de détruire tous les stocks et archives papier. Et donc, c'est derrière aussi de la simplification pour les professionnels. C'est une transition qu'il faut accompagner. Il faut lui donner un cadre juridique, il faut l'accompagner, et il faut aussi sécuriser l'ensemble de ce dispositif. Et donc, c'est pour nous, indépendamment de l'enjeu pour les professions libérales, un véritable enjeu de politique industrielle. J'étais hier avec l'ensemble des industriels français qui s'occupent du cloud et de la gestion des données de masse comme de la confiance numérique. Nous avons un enjeu industriel pour apporter toute la sécurité au stockage de ces données, à leurs échanges, et cela participe du même esprit. Mais je crois que vos professions ont un rôle essentiel en la matière, et donc c'est ensemble que nous travaillerons pour que ce cadre soit donné. Ensuite, pour vous transformer, il faut vous permettre d'investir. Vous l'avez mentionné en évoquant la mesure de suramortissement qui a été décidée dans le cadre de la loi croissance pour une année. Je veux dire sur cette mesure qu'elle n'est pas réservée au secteur industriel. Elle est réservée à l'investissement productif. Pour une raison, toute de service, on investit moins que certains autres, en effet, dans des robots lourds. Mais certains investissements de vos professions, je vous renvoie à l'instruction fiscale qui est en ligne depuis le 15 avril dernier, sont éligibles à ces mesures. Quand on achète un équipement, par exemple dans le secteur médical important, productif, on est éligible à la mesure de suramortissement. Ce qui est vrai, c'est quand on achète l'informatique courant ou un véhicule professionnel, on n'est pas éligible à la mesure parce que ça n'est pas l'esprit de celle-ci. Je le reconnais pleinement. Mais il n'y a pas de biais anti-profession libérale. Il y a une volonté d'avoir un investissement qui favorise, un suramortissement qui favorise l'investissement productif. De même, investir, c'est avoir un cadre stable. Et donc, le pacte de responsabilité sera appliqué jusqu'au bout. Je le redis ici. Nous tiendrons tous les engagements et il n'y a pas de respiration dans l'application de ce pacte qui vaut aussi pour vos professions et qui est important à la fois pour la crédibilité de la politique économique, mais qui est, si je puis dire, sur le plan macroéconomique, ce qui accompagne la réforme. De la visibilité, de la stabilité, une trajectoire d'allègement de charges et d'impôts et une modernisation de notre économie. Nous le ferons jusqu'au bout. Pour ce qui est d'autres mesures, parce que je veux aussi vous répondre précisément, le PERCO comme le PE, aucune mesure de distinction ou de différenciation des professions que vous êtes. Qu'avons-nous fait dans la loi croissance? Nous avons souhaité simplifier et favoriser l'accès au PE et au PERCO pour les PME, TPE, la première fois. Et donc le forfait social, qui est à 20%, bénéficie de deux formes de réduction. L'une qui permet de le baisser à 8% pour les PE et TPE lorsque c'est la première fois, et donc c'est valable pour toutes les catégories, tous les secteurs, pendant 6 ans, et l'autre à 16% pour les PERCO lorsque ceux-ci sont investis justement dans des PME. Ce sont les deux avantages que nous avons donnés. Pour le reste, pour des raisons budgétaires, nous n'avons en effet pas allégé le forfait, mais ça ne concerne pas plus les professions libérales que d'autres. Il faut également, au-delà de l'investissement, que nous vous donnions plus d'agilité en modernisant notre code du travail. J'écoutais
la fin de votre panel précédent qui portait sur ce sujet. Vous savez mon attachement à donner plus de flexibilité, plus de souplesse à notre droit. M. Combrexel a fait un rapport important que ma collègue Myriam El Khomri mettra en œuvre dans les prochains mois. Et nous nous attacherons, là aussi, à donner plus de souplesse aux structures personnelles dans leur croissance. Et un travail est en cours, concerté, avec l'ensemble justement des représentants concernés, pour qu'on puisse créer plus facilement son entreprise individuelle, pour qu'il y ait moins de concurrence déloyale entre les différents types d'entreprises individuelles, et pour que le parcours de croissance soit plus simple. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop de différences cachées entre les statuts. Nous avons commencé à les corriger en portant dans la loi croissance une mesure qui s'applique depuis le 6 août, qui protège tout entrepreneur sur son domicile. Ça n'était pas le cas jusqu'au 6 août. Selon la forme juridique que vous preniez, vous pouviez tout perdre. Désormais, le domicile principal est protégé. Mais on doit aller plus loin. Il faut qu'il y ait un statut par défaut du créateur d'entreprise. C'est plus simple, c'est plus juste. Il faut qu'il y ait moins de biais fiscal et social entre les différentes formes d'entreprises individuelles. Et il faut qu'on facilite le parcours de croissance. Vous le savez très bien, parfois, lorsqu'on crée sa propre entreprise sous une forme, on a des contraintes réglementaires, fiscales, extrêmement lourdes pour passer d'une forme à une autre. Et aux premiers salariés qu'on embauche, il faut à nouveau faire des démarches qui prendront du temps et qui coûteront. Nous voulons simplifier cela, et pour moi, cela fait partie de la démarche des nouvelles opportunités économiques. Parce que c'est partout, dans tous les secteurs sur notre territoire, qu'on pourra créer de l'emploi de manière pragmatique. Enfin, pour ce faire, il faut adapter notre système de protection sociale. Les carrières vont changer, les parcours vont se transformer. Vous l'évoquiez également il y a un instant. On ne sera plus peut-être toute sa vie profession libérale. On ne sera plus toute sa vie détenteur d'un contrat à durée indéterminée dans la même entreprise. Les parcours vont se modifier. On entrera sans doute de plus en plus dans la vie professionnelle par des formes d'entrepreneuriat individuel ou par des contrats courts, ce qui est malheureusement déjà massivement le cas. On pourra ensuite passer au CDI puis revenir à un autre statut. Il est essentiel pour ce faire que notre système de protection sociale soit lui aussi plus flexible entre les différentes formes, qu'on n'ait plus des barrières statutaires entre les types de contrats, entre parfois les secteurs. Et le compte personnel d'activité, s'il a un sens, c'est celui de l'individualisation du décompte des droits, mais ça doit être aussi une plus grande simplicité selon les parcours et selon les secteurs. Et je le dis ici, parfois ça contrevient à certaines volontés qui peuvent être aussi les vôtres, de protéger son propre régime, de protéger sa propre gestion, que je comprends parfaitement, et qui vient d'une défiance à l'égard de certaines autres structures. Mais nous aurons, dans les prochaines années, à travailler collectivement sur ce sujet. Parce que si nous voulons simplifier les choses, nous devons, en gardant en tête les simplicités et les spécificités de chacun des secteurs ou des types de professions, avoir une gestion beaucoup plus fluide entre les professions, selon les types de carrières, entre les secteurs. C'est un énorme chantier, mais je crois que c'est l'intérêt de toutes et tous, et nous ne devons pas le bloquer par des intérêts particuliers ou des frilosités. Il prendra du temps, mais il est essentiel. Vous voyez, accompagner cette transformation que vous évoquiez, c'est notre devoir collectif, notre responsabilité. Elle doit trouver son cadre, c'est celui que j'esquissais à travers les différentes problématiques sur lesquelles je viens de revenir. Mais nous ne devons en aucun cas bloquer l'innovation qui se fait. Nous devons simplement la comprendre, l'accompagner, l'anticiper, pour permettre à chacune et chacun d'y réussir, d'y trouver sa place, pour permettre aux professionnels que vous êtes d'apporter un meilleur service. Parce que c'est ce que nos concitoyens attendent, et c'est la meilleure réponse à cette grande transformation et à ce changement. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, vous aviez décidé de consacrer votre congrès, je crois, au French bashing, pour le dénoncer. Vous aviez eu la bonne intuition. Et plus encore aujourd'hui qu'hier, on ne doit rien céder de ce que nous sommes. La tragédie que nous avons vécue, elle n'invalide en rien cette volonté que nous partageons de défendre la France dans ce qu'elle est, au quotidien, et de défendre aussi sa vitalité économique. Parce que ce combat dont nous avons parlé l'un et l'autre, il se fait au corps à corps, au quotidien,
dans la société. Il ne se fait pas dans un ministère, il ne se fait pas à un moment donné dans un lieu, il se fait dans la pratique de tous les jours, celle que vous menez, dans les valeurs que vous portez. Et encore plus aujourd'hui qu'hier, je suis convaincu d'une chose, c'est que c'est sur le terrain, au quotidien, avec l'ensemble des forces vives que vous êtes, que nous redresserons le pays, parce que nous partageons les mêmes valeurs, parce que nous avons la même volonté, parce que nous avons la même détermination. Merci pour votre attention. Merci.